Donc là, ce sera beaucoup plus pour le projet de S3, donc... ok, nice. Tu me dis quand t'as record, Dove. Ou quand t'as commencé, si tu n'as pas déjà commencé. Ok, nickel. Donc voilà, conférence sur comment va fonctionner le projet de S3. Je vous invite à tous aller lire les spécifications qui sont sur Debug Pro, bien entendu. Si on va sur le site, justement, c'est celui qui est là, en français et en anglais. Donc n'hésitez pas à aller le check. Il y a tout le détaillé, il y a même des images de tests et des exemples. Donc allez check ici, allez le lire. C'est une ressource assez intéressante. Et il y a d'autres ressources qui vont avec. Bon, après, c'est bien savoir utiliser Git, bien savoir utiliser Makefile, bien savoir après juste manier le langage C de manière générale. Donc le projet de S3. Le projet de S3, pour vous, il a changé, donc il est nouveau, c'est je vous donne une image. Donc une image. Et après, à la toute fin, vous allez me sortir un sudoku résolu. Et là, du coup, il y a plein d'étapes entre les deux. Oh là là, j'écris tellement mal. Un sudoku résolu. Il y a plein d'étapes entre. Et du coup, notamment dans les images de test, il y a, par exemple, votre image, elle peut être de travers. Il va y avoir une étape de redressement, par exemple. Vous allez devoir tourner l'image, donc il va falloir apprendre à tourner l'image. Il va falloir enlever tout le bruit, parce qu'il y a toujours un peu de bruit parasite et l'image, elle n'est pas parfaite. Il va falloir récupérer les chiffres. Donc, une fois qu'on a une image claire, vous avez toute une grille. Toc. Bon, imaginez, je fais très grossièrement une grille de Sudoku. Et vous allez devoir récupérer tous les chiffres qui sont dedans, parce qu'il y a des chiffres qui vont être mis de base. Et donc, il va falloir les récupérer. Ça, c'est la partie de... Alors, on va faire une image beaucoup plus grande. Et un Sudoku comme ça. Et après, donc, vous avez... Donc ça, c'est votre image, qui est genre une grande image, par exemple. Et dedans, vous avez des chiffres qui sont un petit peu n'importe comment. Et il va falloir détecter chaque case avec un algorithme. Récupérer chaque case et en faire une image. Donc en fait, principalement récupérer tous les chiffres. Et vous récupérez les cases. Et les cases, vous les passez. Donc ça vous fait des nouvelles images, ça vous fait une liste d'images. Comme ça, une liste avec plein d'images dedans. Comme ça. Et pour chaque image, vous allez les passer dans un réseau de neurones. Donc un réseau de neurones, on va le représenter comme ça. Voilà, magnifique. Et ça va vous prédire pour chaque image quel est le chiffre. En fait, le but de ce réseau de neurones ici, c'est de créer une fonction qui transforme une image en un chiffre, en un entier ici entre 0 et 9. Je crois qu'il y a 0. Ouais, il y a 0. Entre 0 et 9. Et après, donc, une fois que vous avez toutes les images ici, vous allez vous créer votre version à vous de votre Sudoku. Une version qui sera, en fait, c'est une numérisation. Et ici, vous aurez un Sudoku complètement binaire, complètement dans votre ordinateur, avec des chiffres qui sont posés dedans. Et après, ici, vous passez par un algorithme de backpropagation, non, de backtracking pour résoudre le Sudoku. Apparemment, vous avez déjà fait ça l'année dernière, donc vous avez une idée de comment ça marche. Mais du coup, ici, après, vous faites un solver. Et après, vous avez la solution et vous affichez la solution. Pour ça, vous aurez besoin donc de gérer des images. Ça se fait avec la librairie SDL ou SDL2. Moi, je conseille SDL2. Il me semble que les deux sont mises sur les machines de l'école de toute façon. Donc ça, c'est pour le traitement des grilles de pixels, le traitement des images, genre créer des sous-images, etc., etc. Vous aurez besoin de GTK. GTK, c'est un truc qui permet de faire, il me semble que c'est GTK 3, qui permet de faire les interfaces graphiques, qui permet de faire donc les fenêtres utilisateurs avec le bouton fermé ici, avec un bouton qui va permettre, par exemple, un slider. Bon, ça c'est juste un exemple, hein, mais c'est l'idée d'avoir un slider, par exemple, pour votre angle, ici, qui vous donne un angle pour redresser l'image, avec plein de boutons, avec des options, et après votre Sudoku, ou genre un affichage, qui, par exemple, pourra vous afficher le résultat de la binarisation, par exemple, qui vous affiche les résultats ici, qui peut vous afficher votre liste d'images, par exemple, qui peut vous afficher le solver en action, où on voit les chiffres qui se font écrire au fur et à mesure. Donc,
le projet de S3, en tout cas moi de mon expérience et de l'expérience de beaucoup, c'est un projet qui doit être visuel. Parce que quand vous allez arriver en soutenance, que ce soit David Boucher ou Christophe, ils vont vous demander de voir le travail. Et le meilleur moyen de montrer le travail, c'est avec une interface graphique, en disant bah regardez, ça marche comme ci, ça marche comme ça, on a des couleurs, les couleurs elles disparaissent, l'image on la redresse, on crée des sous-images, on fait passer les images, elles se font traduire, on voit que le sudoku se fait résoudre, par exemple quand on appuie sur un bouton qui permet de résoudre le sudoku, etc., etc. Il faut que ce soit voilà, très visuel et très, en fait, c'est beaucoup plus pratique que de passer par un terminal à chaque fois et de lancer des commandes. De toute façon, c'est même plus intuitif pour un utilisateur de manière générale. L'idée aussi de ce projet de S3, c'est un peu, pour le coup, c'est un peu un vrai projet en mode client et fournisseur. Vous êtes le fournisseur du service, et il y a un client qui vous demande de résoudre quelque chose. Donc pensez que vous devez faire votre travail bien proprement pour un client. C'est pas juste vous le faites entre vous parce que c'est rigolo, tant pis si ça marche pas. Essayez de vous appliquer bien parce que tout ce que vous allez faire ici, ah oui, comme je l'ai dit et je le répète encore, le S3 passe très très vite. Et il y en a beaucoup qui partent à l'international. Et moi, je suis déjà en Inde et on voit que justement en Inde, il y en a qui s'y connaissent très très bien parce qu'ils se sont bien appliqués pour le S3 et voire ils ont fait le S4. Et il y en a, ils n'ont pas du tout bien fait le S3 et du coup, ils arrivent en Inde après avoir pas codé pendant plus de 6 mois. Et là, la piscine, elle arrive nous ces 2 semaines. Ça va être brutal pour beaucoup. Donc appliquez-vous bien. Comme vous avez du temps libre aussi, profitez-en pour apprendre tous les outils qui vont autour du C, parce que le C, vous allez beaucoup en faire en Ing. Donc Make. Make, c'est quasiment obligatoire. C'est pas très compliqué à apprendre. Donc Make qui va avec Makefile en fait. Vous cherchez, il y a énormément de ressources. J'ai fait une fiche qui est justement dans les trucs de TP, dans les ressources qui sont dans vos canaux, j'ai fait ça. Gérer la mémoire, donc avec malloc et free. Gérer du coup les crashs, donc les segmentation faults. Il y en a, ils en ont déjà eu. Donc ça se traduit à sec, ou ça s'abrège à segfault. Il faut gérer ça, apprendre à utiliser un debugger en C. Apprendre aussi donc tous les outils qui vont autour. Il y a en plus de ça ce qui s'appelle l'analyse statique avec ClangTidy. Et il y a beaucoup d'outils qui permettent de trouver certains problèmes dans des fichiers. Vous pouvez apprendre à utiliser un formateur de code, comme ça vous aurez tous le même code. Pensez beaucoup à faire des conventions. Les conventions, c'est très important en fait. Oh, je sais pas ce qu'il me fait. Des conventions de code. Faites des conventions absolument partout, parce que ça rend votre code plus propre, plus lisible, et juste plus agréable. Et quand vous avez un projet à plusieurs, vous voulez avoir un code lisible et agréable à maintenir. Faites des tests, bien entendu, parce que tout le monde doit faire des tests. Les tests aussi, c'est très important. Quand vous faites des modifications, ça vous donne une certitude que votre code fonctionne bien. Ça vous donne une assurance que certains projets n'ont pas parce qu'ils font pas de tests, qu'ils ont après un peu peur de modifier des trucs parce que sinon ça casse quelque chose dans le dos. Soyez bien organisé parce qu'il y en a tout le temps qui rush en permanence au dernier moment. Et puis justement, comme vous n'avez pas fait de test, si ça se trouve, vous cassez quelque chose au dernier moment, votre truc il compile pas. Et c'est le bazar. Et puis même d'un point de vue individuel, les gens s'énervent. Et ça se passe pas très bien d'un point de vue humain même. Donc voilà, ça c'est un ensemble de conseils que je trouve. Voilà, appliquez-vous bien. En fait, plus vous allez vous donner pour ce projet et pour le semestre en général, plus vous allez apprendre, mieux vous serez préparé pour l'Ing et même plus vous pourrez être satisfait de votre travail. Parce que si vous le faites de côté en disant oh bah je suis forcé de le faire finalement, ça va pas être si satisfaisant que ça. Et plus vous prenez l'attention de faire quelque chose qui soit de la qualité et qui soit propre et agréable, plus après vous pourrez vous en rappeler en disant je l'ai fait, je me suis appliqué, j'ai énormément appris, je suis très heureux. Et voilà, et prenez pas ça comme une corvée, c'est aussi un projet qui est assez intéressant, je trouve, et qui est vraiment sympa. Voilà. Donc pour en revenir, avant que j'entame la partie IA très vite, je reparle aussi, donc il y a l'avantage de ces projets, les projets de S3, c'est qu'ils sont divisables facilement et parallélisables. Donc par exemple, il peut y avoir une personne qui s'occupe de récupérer les cases
d'un sudoku, une personne ou genre plusieurs personnes qui s'occupent de faire le réseau de neurones, une personne qui s'occupe de résoudre, une personne qui permet de faire l'IA. La plupart du temps, vous ne voulez pas que les personnes soient fixes. En fait, même il est conseillé, dans le projet en plus, profitez-en, de faire du pair programming, donc coder à plusieurs, et échanger de place entre vos collègues, pour un peu toucher à tout. Et en fait, c'est aussi plus agréable comme ça, de pouvoir toucher à tout, en fait. Surtout comme ça, s'il y a quelqu'un, s'il y a un problème ou quoi, comme vous connaissez l'ensemble du projet, ça vous permet d'être beaucoup plus flexible. Alors que si vous connaissez juste votre case, après, vous allez un peu être bloqué. Donc Chewy en parlait pas mal, voilà, d'être flexible sur un projet et de pouvoir aller un peu partout et connaître tout comment ça marche. Donc n'hésitez pas à changer les différentes parties que vous faites lors des soutenances. Bon, ça c'est votre organisation personnelle, mais éclatez-vous. Voilà, et donc nous on va parler principalement donc de l'IA et donc d'un réseau de neurones, comment ça fonctionne principalement et comment l'implémenter en C. Donc un réseau de neurones, comme vous en avez probablement une idée, ça a des neurones et ça a plein d'applications différentes. Ici, dans notre cas, donc il y a énormément d'IA dont vous pouvez avoir entendu parler, par exemple chez Google ou chez Tesla, qui permettent de reconnaître des formes, reconnaître la route, pouvoir naviguer tout seul, pouvoir créer. Il y a la chaîne 2 Minute Papers qui d'ailleurs en parle beaucoup, c'est très très intéressant. Et donc il y a plein d'IA différentes qui existent. Et nous, on va créer une IA de classification. Donc classification, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une liste d'images. Bon, ici ce sera des images, mais vous avez une liste d'entrées qu'on va noter les inputs. Et vous avez une liste de sorties attendues qu'on va noter les outputs. Et pour chaque entrée, vous connaissez la sortie. Ou en fait, ce que vous voulez, c'est que lorsque vous donnez une entrée que vous ne connaissez pas, votre réseau, il fait des mathématiques et c'est une boîte noire, vous ne savez pas trop ce qui se passe, mais à la fin, il vous prédit un résultat. Il vous dit, hey, par exemple, l'image que tu m'as donnée, je pense que c'est un 3, par exemple. Et bien sûr, il peut vous dire que c'est un 3, il peut vous dire que c'est un 7, selon comment vous l'avez entraîné. Mais l'idée, c'est que justement, ça vous permet de créer une fonction qui, en passant une image, ça ressort une prédiction. Et par exemple, vous l'avez probablement très vu, c'est l'exemple classique, je donne une image de chat, et il me dit que c'est un chat, je donne une image d'un chien, il me dit que c'est un chien, une image de voiture, c'est une voiture. Donc là, c'est exactement le même type d'IA, donc c'est une IA de classification. Pour ça, donc, comme vous avez probablement peut-être déjà vu aussi, ça passe par justement un réseau de neurones, ça passe par des neurones, et ça passe par des connexions. Donc en fait, vous allez avoir plusieurs couches, donc qui sont les layers des listes qui contiennent des neurones. Et pour chaque neurone, vous allez avoir des connexions aux neurones d'après. Donc vous allez avoir plusieurs couches de neurones comme ça. Voilà, par exemple, qui n'ont pas forcément la même taille, hein, il n'y a pas forcément autant de neurones. Par exemple, ici, votre image en entrée, votre image qui est juste comme ça, par exemple. Imaginons, il faut qu'elle ait tout le temps la même taille. En fait, vous pouvez considérer que c'est un vecteur, parce qu'un réseau de neurones, ça prend des vecteurs et ça associe des vecteurs, qui n'ont pas forcément la même taille. Mais ici, par exemple, si on a une image de 20 pixels sur 20 pixels, ça fait un total de 400 pixels. Et donc votre réseau de neurones, si vous vous accordez sur une image de 20 pixels par 20 pixels, il aura 400 entrées. Mais en sortie, il va avoir donc 10 sorties. Il va avoir 10 sorties, c'est-à-dire les 10 chiffres. Et après, vous allez prendre le maximum entre les 10 sorties pour déterminer laquelle a été, entre guillemets, prédite par votre IA. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de prendre 18 pixels, vous pouvez prendre plus, vous pouvez prendre moins. Après, c'est un peu comment vous vous mettez d'accord. Mais vaut mieux pas dépasser des trop grands nombres, parce que 400 pixels, ça fait déjà beaucoup. Ça fait 400 neurones d'entrée, et chaque neurone va avoir un lot de poids, un lot de connexions pour les neurones d'après. En fait, chaque neurone va avoir autant de connexions qu'il y a de neurones à la couche d'après. Donc ça peut grimper très très vite. Donc on vous déconseille de faire des trucs à 1500 neurones en entrée, parce que juste ça va prendre plusieurs peut-être gigas de RAM entraîné, donc c'est franchement pas pratique. Mais même sur un truc de 400 neurones et 10 en sortie, c'est largement suffisant.
Donc comment ça marche exactement? Justement, on dit il y a des neurones, il y a des connexions, OK, mais comment ça marche? Heu, Si on prend un exemple, on va avoir 2 neurones et un neurone de sortie et bah, ça par exemple, c'est on vous a demandé de créer un XOR en entrée et du coup un XOR c'est quoi? C'est une table de vérité avec A et B par exemple et vous allez avoir 0, 1, 0, 1 et après vous allez avoir donc des entrées, 2 entrées et pour 2 entrées, vous allez avoir une sortie. Donc c'est quoi? C'est le OU exclusif. Donc c'est 1 comme ça et 0 comme ça, il me semble. Ouais. Donc là, vous avez 4 entrées. Vous avez en fait 2 entrées pour votre réseau et une seule sortie. Et donc vous avez une liste de plein d'entrées différentes et vous n'avez que 2 sorties possibles, soit 0, soit 1. Et donc votre réseau de neurones doit prédire si c'est 0 ou 1, selon les entrées que vous lui donnez. Comment il va faire ça? Bon, déjà mathématiquement, votre neurone, comme on dit, il a des connexions et il prend une entrée. Donc il prend une entrée, ça va être une valeur, par exemple V, et ici il va avoir des poids. Les poids on les note weight, et donc chaque neurone va avoir une valeur. Voilà. Et donc sur ces connexions, si je rajoute un deuxième neurone juste pour l'exemple, voilà, vous allez avoir un neurone qui va avoir 2 poids. Et ces poids, ça va être des valeurs aléatoires quand vous allez les initialiser, et vaut mieux que ce soit, ou genre, vaut mieux, d'expérience, faut que ça soit positif ou négatif. Il faut que ce soit entre les deux. Donc généralement dans un intervalle moins 1. Bien entendu, vous pouvez prendre moins 10, 10 si ça vous amuse ou quoi. Mais de toute façon, après, votre réseau, vous allez l'entraîner, il va trouver tout seul. Mais c'est un peu cet ordre d'idée, vous n'avez pas besoin de faire des trucs trop grands, parce que de toute façon, après, c'est lui qui va gérer. Mais il faut pas que ce soit. Il faut bien que ce soit négatif et positif. Il faut pas que ce soit juste positif, parce que dans ce cas-là, ça va pas bien marcher. Donc là, par exemple, vous avez vos poids qui sont initialisés. Donc là, par exemple, moins 0,3. Et ici 7, par exemple, ou 0,7. Et ici, vous avez une valeur qui rentre, donc on n'a qu'à dire vous avez une valeur de 2. Donc ici, de toute façon, ça peut être que 0 ou 1, par exemple. Vous avez une valeur de 2, et ici, pour calculer la valeur d'après, on va prendre la somme de tous les poids du neurone d'avant. Donc par exemple, la valeur qui est ici, ça va être, si on les appelle A et B, justement, ça va être VA multiplié par le poids. Celui-là, c'est le poids 1, par exemple, et celui qui va vers le haut, c'est le poids 2, pour le VB. Donc V1 plus VA fois le poids 2. Et ici, plus on rajoute de neurones, plus ça fait après des poids. Ça, vous le reconnaissez probablement. En plus, vous avez fait de l'algèbre linéaire. Ça ressemble fortement à une combinaison linéaire. Et c'est normal parce que c'est une combinaison linéaire, en fait. Imaginez donc ça, c'est des coefficients, A et B. Et après, vos V, c'est des valeurs, mais théoriquement, c'est un peu des X et des Y. Théoriquement. Vous pouvez considérer ça comme des coordonnées. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous faites des multiplications et des additions. L'avantage de ça, c'est que justement, comme c'est de l'algèbre linéaire, on peut voir ça exactement comme avec des matrices. Et en fait, c'est probablement la meilleure implémentation, ou l'implémentation la plus simple pour faire un réseau de neurones, donc c'est avec des matrices. Parce que comme on a dit ici, vous avez une liste de neurones, et chaque neurone, il a une liste de poids. Et donc une liste de listes, c'est quoi? C'est un tableau à 2 dimensions, par exemple. Un tableau à 2 dimensions, en fait, comme on a vu selon les propriétés ici de combinaison linéaire, c'est exactement une matrice. Et en fait, c'est super cool parce que justement, bah, c'est une matrice. Donc vous allez avoir une matrice qui considère qui est votre réseau, et vous allez dire par exemple, chaque ligne, je ne sais plus si c'est chaque ligne ou chaque colonne, mais contient des poids, et vous allez considérer que chaque ligne c'est un neurone. Donc voilà, lui il contient plein de poids, et après vous allez avoir un neurone 2 ici qui contient aussi plein de poids. C'est une matrice. Et une matrice, donc ça va être une certaine largeur. La largeur c'est la largeur c'est L, et la hauteur c'est H par exemple.
Et comment ça fonctionne les maths? Bah, justement, vous avez un vecteur en entrée et vous faites une multiplication matricielle avec et ça vous donne un vecteur en sortie. Et donc le vecteur en entrée, il doit avoir une taille de h. Non, il a une taille de L. Tant pour moi. Taille de L. Et le vecteur en sortie, il a une taille de h. Et justement, c'est avec des matrices comme ça, qui ne sont pas forcément carrées, par exemple. Vous pouvez avoir une matrice rectangulaire, par exemple, qui vous permettra de transformer des vecteurs. Donc dans notre cas, par exemple, ça va être un vecteur de 400. Et après, vous allez faire sur le dernier réseau, hop, une liste de 10, de juste 10. Et comme ça, vous allez avoir des réseaux avec des poids, et vous allez multiplier, à la fin, vous aurez un vecteur de 10. Et donc, grâce à ça, en faisant des sandwichs de matrices, donc en fait des matrices les unes à la suite des autres, vous allez pouvoir avoir un vecteur d'entrée qui va se faire transformer par une matrice, puis encore transformer par une deuxième matrice, qu'on va mettre par exemple comme ça, puis une troisième matrice, etc., etc., pour enfin aboutir à un vecteur de sortie. Généralement, vous n'avez pas besoin de mettre... et donc ça, c'est les couches de réseau. Vous avez des couches, une couche externe. La couche externe, en fait, c'est une couche qui a déjà l'entrée que vous lui donnez. Après, il y a des couches intermédiaires, c'est lui qui les calcule automatiquement. Et après, vous avez la couche de sortie, bah, c'est la couche que vous récupérez, vous, comme sortie. Et après, vous allez considérer, par exemple, que le maximum dans cette liste, c'est la prédiction du réseau. En fait, que vous considériez le maximum ou le minimum, le réseau va se débrouiller, va apprendre par lui-même. Donc ça, c'est la deuxième étape. Pour s'adapter au mieux, pour faire le meilleur des prédictions. Et là encore, tous ces poids, vous les initialisez aléatoirement. Et donc, il faut juste gérer les matrices et vous faites vos parcours. Comme ça, pour chaque vecteur, vous allez calculer des valeurs. Vous allez calculer plein de valeurs. Et après, vous allez les passer, ça va faire des nouvelles valeurs, etc., etc. Donc ça, toute cette étape, c'est l'étape de propagation avant. C'est-à-dire, vous avez un vecteur d'entrée, vous faites plein de matrices, comme ça, toc, plein de matrices, et à la fin, vous avez un vecteur de sortie. Il y a une règle d'algèbre linéaire qui dit que les matrices, vous pouvez toutes les multiplier entre elles pour ne faire qu'une seule matrice. Donc en fait, si on le fait comme ça, déjà, mettre 50 matrices ou en mettre qu'une seule, ça change rien. Donc bah, on dit ok, ça sert à rien de mettre plusieurs couches, mais en plus, ça ne peut résoudre que des problèmes linéaires. Et les problèmes linéaires, justement, c'est un peu les combinaisons linéaires. C'est les systèmes d'équations, par exemple. Les systèmes d'équations, s'ils sont linéaires, on peut les résoudre. Et en fait, les problèmes linéaires, c'est un peu classique et assez banal, et ça ne pourra pas résoudre vos types de problèmes. Du coup, il faut casser la linéarité. Ça, c'est un peu une idée de, plutôt que d'avoir des matrices comme ça, si on en met plein, ça fait rien, on va créer un truc qui casse la linéarité. Et pour casser la linéarité, il y a deux méthodes très simples. Il y a rajouter un biais. Un biais, ça va... Donc c'est par exemple une petite valeur positive ou négative. Et quand vous aurez votre liste de valeurs ou quoi dans vos vecteurs, normalement, s'ils sont centrés sur 0, vous savez, il y a l'histoire des espaces vectoriels, ils ont toujours 0 dedans. Et ils partagent tous 0. Si vous faites un petit biais, en gros, vous allez décaler tout à droite ou décaler tout à gauche, un petit peu. Et ça, du coup, ça casse la linéarité, parce que comme ça, vous êtes un peu sorti. Vous êtes sorti du 0, et puis du coup, comme ça, on peut être décalé. Et il y a une deuxième technique qui s'appelle, ou qui juste prend des fonctions qui ne sont pas linéaires et les applique sur nos vecteurs. Donc je prends une fonction, la fonction la plus classique, c'est la sigmoïde. Donc ça, c'est des fonctions d'activation. On va voir juste après comment les appliquer. Qui ne sont pas linéaires et qui ressortent. Génial. D'activation qui permettent de casser la linéarité et donc qui prennent leur valeur et qui ressortent leur valeur dans un autre ensemble. Par exemple, la fonction d'activation, la sigmoïde, qui était comme ça.
de x. J'ai pas le détail exactement sous la main, mais ça prend des valeurs dans R, et ça ressort des valeurs dans -1. Et là encore, c'est pour ça que vous vous dites, ah ouais, pratique d'avoir -1, parce que de toute façon, quoi que je lui passe en entrée, il va le transformer dans -1. Bien sûr, il y a d'autres fonctions d'activation qui existent, mais vous pouvez tout faire avec une sigmoïde, et comme ça, ça se passera assez bien. Et la sigmoïde, elle ressemble à quoi? Je vais juste la montrer parce que c'est cool. Elle ressemble à un truc comme ça. Un peu. Bon, elle plateau en 1. Oula. Elle a un plateau en 1, comme ça. Et elle a un plateau en -1, comme ça. Et avec le biais, et bon, elle est centrée sur 0, mais du coup, avec le biais, de toute façon, ça va décaler un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Comme ça, vous n'aurez pas ce problème. Donc c'est assez cool. Les fonctions d'activation, où est-ce qu'on les met? Bah justement, on les met à chaque étape, entre les matrices. Parce que, donc ici, on va avoir une étape, c'est un sigma. Vous allez avoir votre fonction sigmoïde d'activation, et après vous allez reavoir une fonction d'activation, entre chaque matrice. Parce que si vous ne la mettez pas entre chaque matrice, c'est comme si vous en aviez qu'une seule, comme on l'a dit, avec la règle d'algèbre linéaire. Donc ça, c'est assez cool. Parce que maintenant, on peut, grâce à notre modèle, avoir des résultats qui ne sont pas juste linéaires, et bah, la plupart des problèmes ne sont pas linéaires de toute façon. Et comme ça, on a cassé la linéarité, et on a un truc qui fonctionne comme on veut. Votre fonction sigmoïde, bien sûr, en fait, ne prend qu'une seule entrée et ne ressort qu'une seule sortie. Mais si vous voulez l'appliquer à un vecteur, bah, il suffit de passer pour chaque case. Donc, par exemple, il y a une notation qui dit, par exemple, sigmoïde d'un vecteur, qu'on note V. En fait, c'est équivalent à faire sigmoïde sur chaque case du vecteur. Avec sigmoïde X, sigmoïde Y, sigmoïde Z, bon, etc. Parce qu'il y a un nombre de coordonnées beaucoup plus grand que juste 3, mais c'est dans l'exemple, vous allez appliquer votre fonction sur chacune des cases. Donc c'est pas trop compliqué à faire ça. Voilà. Ça, c'est la propagation avant, et donc bien sûr, avec votre sigmoïde, vous allez rajouter un petit biais. Donc plus un petit biais, qui va aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Justement, il y en a qui mettent des biais pour chaque couche. Il y en a qui mettent des biais donc aléatoires, il y en a qui mutent les biais. C'est pas trop important. Et ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose qui décale un petit peu à droite ou un petit peu à gauche. Comme ça casse la linéarité. Le but, c'est de casser la linéarité. Voilà, et donc tout ça, c'est la propagation avant. Donc avec ça, vous avez quelque chose qui permet de prendre une entrée et de la transformer en une sortie. Maintenant, quand vous allez l'initialiser, malheureusement, ça va faire que des trucs au hasard. Parce que, par exemple, je lui donne justement une image, et il ne sera pas entraîné. De toute façon, je vais la passer dans mon réseau. Il ne sera pas entraîné, et il va vous ressortir un grand gribouillis de n'importe quoi, et vous ne pourrez rien en faire. Donc le but du jeu, c'est d'entraîner cette IA. C'est-à-dire de faire qu'elle puisse prédire le bon résultat. Je ne sais pas si vous l'avez fait, il me semble que oui. L'année dernière aussi, il y a une technique d'entraînement d'IA qui s'appelle les algorithmes génétiques. Les algorithmes génétiques, c'est j'ai un méga ensemble d'agents. Donc un agent, c'est un réseau de neurones. Ça, on va le noter par exemple A. Et donc j'ai un A1, j'ai un A2, j'ai un A3. Donc j'ai plein d'agents comme ça, j'ai plein de réseaux de neurones qui combattent les uns contre les autres dans un environnement, ou juste qui se battent. Par exemple, il me semble qu'ils jouent à Flappy Bird, mais nous c'était avec Snake par exemple, qui évoluent dans un environnement, et après vous prenez les meilleurs, vous prenez le meilleur, et après vous reproduisez le meilleur et vous recommencez. Comme ça. Et ça, c'est une technique qui fonctionne. Et après, vous mutez donc vous faites une petite modification sur le vainqueur, et une petite modification à chaque fois sur le vainqueur, etc., etc., jusqu'à ce que vous ayez un agent qui soit très entraîné. Ça, donc imaginons, mathématiquement, c'est quoi? Il y a un endroit qui est le meilleur endroit. Ça, c'est par exemple le maximum.
c'est là où vous voulez aller, c'est là où votre réseau il est complètement entraîné et il est nickel. Et vous savez pas vraiment où il est. Vous avez vous avez un agent qui est initialisé complètement aléatoirement sur cette un peu carte, on n'a qu'à dire, mais ce que vous voulez aller au maximum. Vous savez pas comment, mais vous vous dites: «OK, je veux un joueur qui joue très bien à Snake», et la seule chose que vous savez, c'est qu'est-ce que c'est le maximum. Donc si le maximum, ça va être un score, par exemple. Donc j'ai un score, je peux dire les IA qui sont plus proches du score. Par exemple, là, si j'ai une deuxième IA qui est ici, je peux dire: «OK, celle-là, elle est moins bonne», mais vous savez pas comment y aller. Si ça se trouve, faut passer par là, ou quoi. Et donc comment on va faire ça? Quand on fait une population avec plusieurs agents, en fait, quand on fait une mutation, ça va dans toutes les directions à la fois. Vous allez dans toutes les directions à la fois, et vous vous dites: «Eh, j'espère qu'il y a une IA comme ça qui aura un meilleur score». Et donc, par exemple, ici, eh ben, vous avez une IA qui a un meilleur score. Et donc cette IA, pareil, elle va s'entraîner, et puis au fur et à mesure, vous allez avoir des IA qui sont de plus en plus bonnes et qui ont un score de plus en plus important. Et comme ça, vous allez vous déplacer complètement au hasard. Bah, le problème de cette technique, c'est que justement, c'est complètement au hasard. En fait, vu que c'est complètement au hasard, ça va prendre énormément de temps. Et vous allez faire plein de calculations qui servent à rien. Donc, bah, vous dites c'est pas trop grave pour des jeux comme Flappy Bird ou comme Snake. Mais pour des problèmes d'une échelle justement avec des images, avec 400 entrées, 10 sorties, c'est tout de suite un peu plus énervé. Et, et comme c'est plus énervé, on peut pas, on peut pas juste aller au hasard. Et donc la question c'est maintenant, après avoir un réseau qui fonctionne bien, comment faire ou est-ce qu'il y a un moyen de connaître directement la flèche qui nous indique comment aller, et comme ça, plutôt que d'explorer à chaque fois, je prends mon réseau et je lui fais un petit coup de pichenette dans la bonne direction, et après je le mets ici, et je lui remets un petit coup de pichenette dans la direction, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là justement, c'est pas forcément une droite, si ça se trouve, ça va être complètement de travers. Il faudra faire des pichenettes vers le bas, vers le haut, de travers, etc. etc. Je vais en profiter pour reprendre quelques questions maintenant s'il y en a. C'est la petite pause. Il y a les deux SDL à l'école. Pour la SDL, je vous conseille donc la SDL 2. Nous, c'est ce qu'on a utilisé. Elle est plus complète et il y a plus de fonctions que la SDL 1. Donc voilà, c'est juste une préférence personnelle, mais s'il y a les deux qui fonctionnent, moi, je vous conseille de faire la 2. Le redressement de l'image est fait manuellement. Justement, c'est manuel et automatique. Euh, Bah, vous serez avantagé si vous faites plus de fonctionnalités. Vous aurez de meilleures notes, de toute façon. Et votre client, il sera content, vous dites: «Ah bah, j'ai un produit qui fonctionne bien». Donc déjà, c'est bien d'avoir justement quelque part où vous pouvez préciser l'angle, donc dans votre UI par exemple, de faire un slider qui vous donne une valeur, et comme ça, et une preview qui vous permet de voir l'image qui s'est fait redresser. Mais après, si vous pouvez faire une technique automatique qui redresse automatiquement l'image, bah ça c'est encore plus un bonus, parce que vous dites: «Eh, je vous propose une technique automatique qui vous fait gagner du temps». Bah, c'est vraiment bien. Il y a plusieurs techniques pour le faire. Heu, voilà, bah, l'idée principale, c'est d'essayer de trouver, une droite de travers. Et une fois que vous avez une droite avec 2 points, vous pouvez calculer, son taux d'accroissement, et donc un angle, avec un peu de trigonométrie par rapport à l'origine, et puis voilà, cet angle après, il vous permet de redresser l'image. L'enregistrement, il y en a un. Je vais prendre d'autres questions s'il y en a, et sinon je vais faire une mini pause de 5 minutes pour aller boire.
Oui, je vois qu'il y a quelques questions. Je vois Quentin qui répond. L'histoire du découpage d'image, je vais y revenir tout de suite, bien entendu. C'est un peu la deuxième grande partie de votre projet. Il y a la partie faire un réseau de neurones et il y a la partie découper l'image en sous-images de manière intelligente. Parce que vous pouvez découper n'importe comment, mais bon, ça vous aidera pas grand-chose. Et après, donc, à quoi sert le réseau de neurones? Le réseau de neurones, justement, ça sert. Voilà, le but immédiat d'un réseau de neurones, c'est créer une fonction qui prend une image et qui la transforme en entier. Donc vous lui donnez une image, et à la fin, vous lui renvoyez un entier. Ou genre, votre fonction prédit, à partir d'une image d'entier, vous prenez quel est cet entier. Et ça, c'est une fonction où vous avez aucune idée de comment la faire. Moi, j'ai aucune idée de comment la faire. C'est quand même très compliqué de manière technique de la faire. Et du coup, pour des problèmes qu'on ne sait pas faire, on crée un réseau de neurones parce que lui, on va lui apprendre et il va trouver une solution. C'est exactement la même idée. Je vais créer une fonction joueur de Snake, par exemple, qui est le meilleur joueur de Snake du monde. Et j'ai aucune idée de comment la coder. Donc je vais créer un réseau de neurones et lui, je vais l'entraîner contre son environnement et puis à la fin, il saura jouer contre Snake. Et toute l'idée, c'est comment entraîner ce joueur et comment créer un réseau de neurones qui fonctionne. Alors ça marche pas pour la plupart des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être résolus par IA. Et justement, il y en a certains, il y a des limites de l'IA par rapport à un algorithme classique. Parce qu'il y a plein de cas qu'on peut faire par algorithme classique. Donc, par exemple, on a quoi c'est les simulations, par exemple, toutes les simulations physiques. On a une solution exacte. On a des équations qui fonctionnent pour ça. Donc on peut prédire le mouvement. Et on peut prédire le mouvement bien avec une simulation. Donc on n'a pas besoin de créer un réseau de neurones pour essayer de nous... Parce que le réseau de neurones sera toujours une approximation. Ce ne sera pas la solution exacte. Faudra adapter. Oui, donc je réponds à la question, c'est une grande question, Philippe. Comme je vais y venir plus en détail après. Faudra adapter nos inputs en binaire. Ah non, la sortie, tu la maps à ce que tu veux. Oui, c'est plus une fonction, tu sais pas comment la faire. Je sais pas comment coder un bon joueur de Snake. Et je sais pas comment transformer une image en chiffres. Il y a des questions, juste c'est. Bah voilà, je crée une fonction qui conduit une voiture tout seul. Est-ce que tu sais faire? Moi, je sais pas faire. Et qui la conduit parfaitement. Donc c'est un peu compliqué. Donc je vais créer un réseau de neurones qui fait ça pour moi. Et en fait, le réseau de neurones, c'est quoi l'idée? Principalement, c'est d'avoir. Je sais où je veux aller, mais je sais pas comment y aller. Et c'est exactement l'idée. Je sais ce que c'est un très bon conducteur de voiture. Je sais ce que c'est un bon joueur de Snake. Donc je peux lui mettre un score. Et je sais ce que c'est une image de 1. Moi, je sais ce que c'est. Et du coup, à partir de ce que je sais, mais je sais pas comment y aller. Et du coup, en fait, c'est un peu, il y a l'algorithmique classique, par exemple, c'est j'ai une fonction en C, par exemple, ou en n'importe quel langage. Je prends un entier, mais je lui demande de calculer parce que je connais pas la réponse. Et c'est lui qui me donne la réponse. Et ici, l'inverse. En fait, j'ai une réponse, mais je connais pas la fonction. Et du coup, l'idée, c'est à partir de la réponse, on va créer une fonction. Donc c'est ça qui est aussi... et à partir des entrées. Si j'ai une entrée, j'ai une fonction, je connais pas la sortie. Et ici, je connais la réponse, et je connais l'entrée, mais je connais pas la fonction. Donc c'est juste un peu on inverse. Et si on le fait bien proprement, avec des maths et des matrices ou quoi, ça finit par marcher et c'est génial. Donc on va en revenir très brièvement à l'histoire du découpage. L'histoire du découpage, donc c'est la segmentation, c'est à partir d'une image, par exemple vous allez avoir une image, comme ça, qui sera en 4K par exemple 1980p. Je sais même pas combien, c'est 1900p je crois, ou 1800, bon. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de pixels d'un côté et énormément de l'autre côté, je crois que c'est 800. Mais... Bon, on s'en fiche, c'est à titre purement
à titre d'exemple. Là, vous avez une image super belle, et là, vous vous dites: «Ah ouais, ça fait quand même beaucoup de pixels». Et ça, je vais même pas le calculer, mais bon, bah, si on approxime à 20, bon, je vais le calculer vite fait quand même parce que c'est rigolo. 20 fois 8, ça fait 16, et après, vous avez combien? Vous avez 5 zéros derrière, donc ça fait beaucoup de zéros. Ça, ce serait votre nombre de neurones en entrée, genre 1 600 000, juste pour une seule image. Donc 1 million, vous vous dites, si après vous avez une couche même de 400 neurones, ça vous fait une matrice de 1600 fois 400. Rien que ça, vous prenez la taille d'un float ou d'un double qui prend un octet ou qui prend 32 ou 64 bits, pardon. 32 ou 64 bits multiplié par ça, bon, ça fait très vite énormément de mémoire. Donc vous pouvez pas juste le faire comme ça. Et même en fait, dans cette image, vous allez avoir juste une partie qui est importante, par exemple. Encore avant votre sudoku ici, et puis dans les exemples qui sont donnés, il y a du texte, par exemple. Et même si vous prenez un cas idéal, dans le cas comme je le disais, pour éviter que ce soit trop compliqué, considérez déjà que toute votre grille est bien dans votre image. Déjà, vous allez avoir des trucs qui sont inutiles sur les côtés. Et deuxièmement, même ça, vous pouvez pas le passer d'un seul coup à votre IA. Parce que même vous, en fait, c'est comment fonctionne le cerveau. Le cerveau, il regarde l'œil, il regarde qu'à des endroits. Il regarde à des endroits. Et il peut pas regarder toute l'image d'un coup. Et donc vous allez regarder un petit peu partout et vous allez dire ah oui ceci, ah oui cela, et puis bon votre regard il va se balader. Mais du coup vous pouvez pas assimiler toutes les connaissances d'un coup. Et du coup ce que vous allez faire, et c'est pareil pour l'IA, vous pouvez pas lui passer toute une image d'un coup. Ce qu'on va faire, comme c'est une grille de Sudoku, ça peut se diviser assez simplement. Une grille de Sudoku, ça a 81 cases. Et en plus, l'avantage c'est que c'est une grille. Donc comme c'est une grille, vous pouvez facilement détecter les cadrans ou les carrés. Vous pouvez dire ah oui, ça c'est un gros carré. Et dedans, je sais que je vais trouver 3 petits carrés. Et du coup, dans chaque petit carré, je sais que j'ai un chiffre. Donc le but de votre IA de segmentation, non, c'est pas une IA du coup, de votre algorithme de segmentation. Donc là, ce sera beaucoup plus avec des for, des if, des else, qui vont compter le nombre de pixels, essayer de voir les zones qui sont plus linéaires, essayer de détecter donc les lignes et les colonnes. Et pour détecter chaque case, vous allez prendre votre grosse image et vous allez retourner une liste de plein de petites images. Et chaque image, c'est une case. Et préférentiellement, c'est une case qui contient un chiffre. Parce que si c'est une case qui contient rien, vous pouvez créer un réseau de neurones qui aura 11 sorties avec une case rien. Comme ça, votre réseau il peut vous dire hey, bah, du coup, il n'y a rien parce que c'est une case vide. Mais du coup, là, voilà, votre but de la segmentation, c'est de créer plein de sous-petites images qui chacun contient un chiffre. Et après, avec cette liste de petits d'images, vous passez par un réseau de neurones qui, lui, vous transforme une liste de chiffres. Ça, c'est dans le cas idéal, par exemple, votre réseau de neurones, il a bien tout compris. Mais des fois, il peut se planter, il se dit, ah, le 2, ça ressemble brièvement à un 8, là, donc hop, j'ai prédit que c'était un 8. Par exemple, hein, parce que c'est, comme on a dit, c'est qu'une approximation. Même si vous l'entraînez très bien, ça restera une approximation. Mais après, il y a plein de techniques autour de l'IA pour minimiser toute l'erreur ou quoi. Mais après, bah, c'est des techniques beaucoup plus avancées de la recherche aussi. C'est toute l'histoire de la recherche, parce que ça, c'est un peu les réseaux de neurones de base. Un peu, ça c'est des idées qui datent de justement 1980, un peu toute cette idée d'avoir des réseaux de neurones qui permettent de prédire des fonctions ou quoi. Alors en fait, vous dites c'est quand même assez récent, ça a à peine 40 ans. Et en 40 ans aujourd'hui, on a des trucs qui conduisent des voitures, quoi. Donc c'est quand même assez impressionnant. Je vois pas plus de questions, donc je vais directement passer à la question sur laquelle j'avais laissé, c'est-à-dire comment on fait pour trouver un chemin qui soit meilleur qu'une approximation au hasard. Et pour ça, on a donc le maximum ou le score. Ça, c'est un peu l'idéal, un peu. Mais le score, c'est la flèche, en fait. Je l'ai un peu mal amené tout à l'heure, mais le score, c'est ce qui vous permet de choisir entre vos différents agents. C'est marrant.
par exemple, vous avez un agent ici et vous avez un agent ici, vous savez que lui il a un score de 3 et lui il a un score de 1, donc on va garder le meilleur avec le score. Et après ça va vous amener au maximum du score parce que vous prenez toujours le plus haut, donc ça amène au maximum au bout d'un moment. L'histoire ici c'est exactement la même. On va créer un score pour notre IA qui prend des chiffres. Sauf que du coup, au lieu d'aller au hasard dans tous les sens, on va utiliser ce score pour aller vers le maximum. Comment ça marche? Comment on va amener ça? Donc vous avez ce score qui est une erreur. Vous allez avoir une fonction d'erreur qui va vous calculer un nombre. Elle prend un vecteur, par exemple, donc votre sortie de votre réseau, par exemple, et vous allez la comparer à, du coup, il y a un deuxième paramètre, c'est ce que vous attendez. Donc, comment on peut appeler ça? Généralement, ils appellent ça le résultat attendu, donc le expected output, qu'on va appeler E pour expected output, par exemple. Vous l'appelez comme vous voulez. Et à partir de ça, ça vous calcule une différence entre les deux. Ça vous dit, ah bah là, on était, par exemple, il y a très peu d'erreurs, ça veut dire qu'on était très très proche du résultat. Et à l'inverse, quand vous allez démarrer avec donc votre score, par exemple, vous dites, là c'est un peu l'inverse. Plus votre score est faible, plus vous êtes content, parce que vous avez très peu d'erreurs. Mais quand vous allez générer votre réseau au début, il va vous donner des très, très grands chiffres, il va vous dire, ah là là, votre réseau de neurones, là, il est complètement à côté de la plaque, il n'a pas du tout prédit le bon résultat. Il y a plusieurs fonctions d'erreur qui existent là encore, comme des fonctions d'activation. Et il y en a qui fonctionnent mieux pour les réseaux de neurones de classification. Et l'une des plus classiques, c'est le mean square error, il me semble, où en gros je prends mon vecteur avec ses coordonnées et je les mets au carré toutes, où je mets moins l'expected output. Donc vous avez votre vecteur et vous avez votre E, ce que vous attendez. Ce que vous attendez, ah oui, bah on va dire que qu'est-ce que c'est ce que vous attendez? Comme on a dit juste avant ici, ici vous connaissez l'entrée et vous connaissez la sortie. Donc si vous connaissez l'entrée et que vous connaissez la sortie, vous pouvez calculer le expected output, vous donnez un X, et vous vous attendez à ce qu'il sorte un certain résultat. Par exemple, ici, je vais lui donner une image qui est un 1. Hop. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il me ressorte un 1. Et à l'inverse, si par exemple c'est un 2, je veux qu'il ressorte un 2. Vous notez comme vous voulez la réponse dans votre réseau, mais comme on a dit là par exemple, il y aura 10 sorties. Et s'il y a 10 sorties, il y aura 10 cases, et chaque case correspondra à une sortie. J'ai pas compté là. 9, 10. Et comme on a dit, on va prendre le maximum par exemple. Donc si on prend le max, l'indice max du vecteur, on va dire, par exemple, c'est la case 3. La case 3, donc on dit, bah, ça a prédit un 3. Et c'est notre prédiction. Et par exemple, ici j'ai mis un 1, donc je m'attends à ce qu'il y ait un 1. Parce que la réponse ce soit 1 et tout le reste des 0. Et comme ça. Et vous dites, moi, quand je veux que tu me prédises, quand je te donne un 1, je veux que tu me ressortes ça comme résultat. Et à partir de ça, vous pouvez créer un code d'erreur, ou genre créer une valeur d'erreur. Et à l'inverse, par exemple, je passe un 3, et donc je veux que, si je passe un 3 comme image, je veux que l'erreur, du coup, ce soit avec un 3. Donc par exemple, si vous avez dit que c'est l'indice 3, bon, après vous faites comme vous voulez, hein, mais c'est l'IA qui va elle-même s'adapter à ce que vous attendez comme sortie. Et c'est à vous-même un peu après dans le code, comment vous gérez la prédiction, parce que vous pouvez pas forcément prendre le maximum, hein, vous pouvez créer une fonction qui essaye d'associer la prédiction à un résultat. Il faut que ça reste cohérent entre ce que vous attendez et ce que le réseau sort. Par exemple, si je sors un 1 et un 3 et que je dis le 3, je veux que tu me ressortes un 1, mais que les erreurs sont pas les mêmes, c'est incohérent et puis il arrivera pas. Il va hésiter en fait et il sera toujours à peu près à 0,5 entre les deux à dire bah je sais pas parce que tu m'as dit le 1 et le 3 ils font tous les deux la même valeur donc il saura pas vous prédire bien si c'est un 1 ou si c'est un 3. Comme on a dit, c'est une IA qui doit distinguer les différents cas
et les classifier. Et dire bah, ça ressemble plus à ceci et ça ressemble plus à cela, donc il faut bien des cas distincts. Donc vous allez avoir vos erreurs comme ça. Et l'avantage de cette erreur, une fois qu'on a notre fonction d'erreur qui nous donne un gros chiffre, et notre vecteur est ce qui est attendu, c'est qu'on peut calculer après des dérivés. En fait, l'histoire du chemin qui est là, c'est directement relié aux dérivés. Ici, c'est le maximum, mais par exemple, on pourrait prendre le minimum aussi. Comme on a dit, en fait, ici, c'est le maximum de score, mais si je prends l'erreur, c'est le minimum de l'erreur. Donc nous, on veut aller vers l'erreur minimale. Et par exemple, ça fait sens pareil pour Flappy Bird ou Snake, on veut un joueur qui ait le moins d'erreurs possible, donc qui ne va pas dans les murs, qui arrive à jouer et qui vit le plus longtemps possible. Encore pour le joueur optimal. Et ça marche là encore dans toutes dans des dimensions très très grandes, mais si je prends l'exemple de 2 dimensions, parce que c'est le plus facile à gérer, par exemple, vous avez une fonction inconnue. Donc ici, votre fonction inconnue, c'est un truc qui prend une image et qui ressort un int. Et vous supposez qu'elle existe, parce que on suppose toutes qu'elles existent, parce que sinon on va pas aller loin. Et donc par exemple, elle a une courbe comme ça. Et après, vous connaissez l'erreur minimale. Et pour l'erreur minimale, du coup, c'est vous savez ce qui est bien. Et vous connaissez donc les x, toutes les entrées que vous donnez. Et donc on va avoir une IA qui arrive aléatoirement. Donc par exemple, elle arrive ici. Et après, avec la dérivée, ce que vous voulez, c'est minimiser l'erreur. Donc vous faites l'erreur. Et vous faites la dérivée, ça vous donne une tangente. Avec cette tangente, vous vous dites, OK, on va aller à droite. Et après, donc vous faites une petite pichenette. Et après, vous avez une valeur qui est là. Et pareil, vous avez une autre tangente. Et vous dites, OK, on va aller par là. Et ainsi de suite. Et après, à force de dériver, vous allez atteindre un minimum. Le minimum, c'est pas forcément le minimum global. Par exemple, si on a une fonction, qui fait des bosses, par exemple, un truc comme ça, par exemple, vous allez faire des pichenettes, et vous allez atteindre ici, par exemple. Et ça, c'est un minimum local. Vous dites, c'est pas mal, mais ça se trouve, on pouvait faire mieux ailleurs. Ça, c'est un problème que vous pouvez pas trop résoudre. Il y a plein de cas de ce qui s'appelle la régularisation ou quoi. Il y a plein de techniques d'IA qui permettent d'entraîner. Par exemple, dans les idées, il y a mettre un élan, par exemple. Parce que quand vous mettez une pichenette, vous dites, on va faire un coefficient d'élan aussi, comme ça, quand ça descend très vite, ça se trouve, ça pourra remonter un petit peu. Ça, on maximise genre on augmente l'erreur pendant un moment, mais si ça se trouve, derrière, ce sera bien. Et si on fait une pichenette avec de l'élan, mais qui sert à rien, en fait, ça va se stabiliser au bout d'un moment. Donc là, vous dites, même si ça prend un peu plus de temps à faire des droites-gauche, ça évite les cas où vous restez coincé dans un petit endroit. Bon, ça, je vous laisse découvrir par vous-même. Il y a pas mal de ressources sur Internet. Et donc ça, c'est l'histoire de faire des dérivés. Donc maintenant, on a vu que on a ce qu'on attend, on a notre vecteur de ce qui est sorti. Vous calculez pour chaque sortie la différence avec ce que vous attendez. Et après, vous allez faire des dérivés afin de faire des pichenettes. Et donc faire des pichenettes, c'est entraîner votre réseau. C'est exactement comme ceci ici, c'est faire vos pichenettes qui vont vous permettre de minimiser l'erreur. Ces pichenettes, vous les faites grâce à des dérivés, parce que la variation de l'erreur vous donne directement le sens par lequel aller. Et c'est bien plus efficace qu'aller au hasard. Et donc ces dérivés, ça marche comment? C'est ce qui s'appelle la rétropropagation du gradient, ou la descente de gradient. En fait, la descente de gradient, c'est exactement cette idée. Un gradient, c'est une généralisation d'un minimum ou d'un maximum, en fait. Par exemple, si vous êtes en 3 dimensions, au lieu d'avoir une courbe, ici, vous allez avoir une surface. Comme ça, une surface avec des bosses et avec des creux. Par exemple, et comme je dessine super bien, vous imaginez que là, il y a un creux, par exemple. C'est un peu comme vous avez les images de physique avec un trou noir, par exemple, qui fait un creux. Donc là, c'est un peu la même idée, vous allez avoir une surface avec des creux et des bosses, et l'idée, c'est de trouver le maximum ou le minimum dans toutes ces surfaces.
Et donc la descente de gradient, c'est utiliser les dérivés pour trouver le minimum et avoir une IA qui prédit assez correctement ce que vous voulez. Comment ça s'implémente ça? Donc vous allez avoir votre réseau qui aura plein de matrices et des fonctions d'activation. En fait, ça va être une liste de matrices et de fonctions d'activation, comme on a dit, et à la fin, ça vous ressort un seul vecteur. Donc ça, vous avez une entrée, toc, et vous connaissez la sortie, qui vous permettent d'écrire une erreur. Et à partir de cette erreur, du coup, vous allez faire vos dérivés, et vous allez revenir en arrière. Vous allez dire, ah, ça, c'est pas parfait, donc on va le modifier un peu. Et en fait, ça dépend de ce qui est avant, qui lui-même dépend de ce qui est avant, qui lui-même dépend de ce qui est avant. Et du coup, ce que vous allez faire, c'est modifier légèrement vos poids, tous vos petits W, toutes vos petites cases, un petit peu. Et après, vous allez refaire la même chose avec avant. Donc, si par exemple j'ai une erreur ici, celle-là vous la connaissez, donc vous définissez une erreur, vous calculez des dérivés pour chaque petit poids. Chaque poids, il y a des poids qui sont plus importants que d'autres dans l'erreur par exemple. Et bon, ça va se faire calculer automatiquement, mais ils vont se faire modifier afin que votre truc minimise l'erreur. Et après, de même, en fait, une fois que vous êtes là, vous pouvez recalculer une autre erreur et vous revenez exactement comme dans le cas d'avant. Donc vous refaites vos dérivés d'avant. Et si j'ai des erreurs, je définis à chaque fois une erreur pour chaque... quand vous remontez, vous pouvez recalculer l'erreur qui dépend de tout ce qu'il y a avant. Ici, l'erreur, elle dépend de tout le réseau, et ici, l'erreur, elle dépend de juste ce qui est avant moins ce qui est après, et ici, ça dépend encore moins. Et donc, vous allez faire des nouveaux vecteurs d'erreur comme ça à chaque fois. Et donc, pour chaque vecteur d'erreur, vous allez recalculer et dire, ah bah du coup, il faut modifier un peu ceci, il faut modifier un peu cela. Et vous allez modifier, et avec un peu de chance, votre IA va converger, et à force d'entraînement, vous serez à un endroit où quand vous donnez une image de 1 et vous dites, hey, ça c'est un 1. Et quand vous donnez un 3, vous dites, hey, ça c'est un 3. Par exemple. C'est à peu près tout. Là, c'est à peu près tout. Le plus gros de l'IA, c'est probablement de faire la rétropropagation arrière avec toutes les dérivées. Mais il y a beaucoup de ressources sur Internet, justement, qui vous dites, à partir d'une erreur, vous calculez pour chaque poids une petite variation. Et donc, vous allez déplacer votre poids, soit l'additionner un petit peu, soit le soustraire un peu, afin qu'en fait, si vous faites la variation sur chaque poids, ça va faire votre pichenette de votre réseau. En fait, la pichenette de votre réseau, c'est la pichenette de chacune des couches. Une fois que vous allez faire toutes vos pichenettes, vous recommencez. Et comme ça va fonctionner. Je sais pas s'il y a des questions. Ça, c'est l'idée principale. Voilà. J'avais une fiche, moi où j'avais fait très vite. Il y a une ressource qui existe, qui est très très bien, qui s'appelle... je l'ai, donc c'est pas celle-là. C'est celui-là, il me semble. Oui. Ce site c'est à peu près tout ce que je vous ai expliqué aussi. Moi, c'est comme ça que je l'ai appris et que je l'ai appliqué pour tout mon projet. En fait, rien que sur ce site, vous avez énormément de ressources et ça vous permettra de calculer ou quoi. Et à la fois de comprendre comment ça marche. Et donc vous voyez, vous avez vos poids, vous avez vos valeurs, vous avez vos biais pour chaque couche, la propagation avant, et plus tard, voilà, l'erreur totale, comment ça fonctionne, revenir en arrière. Ici, c'est vos dérivés. Ça, c'est des dérivés partiels. Donc, vous faites vos dérivés partiels. Et comme ça, vous pouvez calculer comment faire varier vos trucs. Donc ça, c'est franchement l'une des ressources qui est la plus importante, je dirais, pour apprendre comment ça fonctionne au tout début. Vraiment une ressource que j'ai beaucoup appréciée, qui m'a beaucoup aidé. Donc voilà, n'hésitez pas à le regarder si vous avez des questions ou quoi.
Et ce sera à peu près tout. Voilà, il y a l'histoire. Donc ici, il y avait une dernière chose que je voulais dire. Comment on trouve le expected, le truc attendu par rapport à vos données. Ah oui, aussi, il y a une autre histoire qui va avec. Donc ce que vous allez faire, ou ce qui est bien de faire, c'est des couples. Vous avez une entrée, un X, et vous allez lui assigner un vecteur de expected output, ou un E. Et comme ça, vous le passez à votre réseau, et après vous lui donnez une pichenette. Après, vous recommencez pour tous les couples. En fait, il y a même une technique qui est un peu mieux, qui est conseillée, c'est de passer tous vos couples avec toutes vos images, et vous calculez une méga erreur, qui est un peu la moyenne de toutes les erreurs. Et une fois que vous avez la moyenne de toutes les erreurs, vous lui donnez une petite pichenette. Et vous savez que la petite pichenette, elle va pas aller juste pour une seule solution. Elle va être bonne pour toutes les solutions. Pour toutes les entrées que vous lui donnez. Est-ce qu'on a un exemple? Oui. Donc on va en revenir sur le XOR justement parce que c'est un bon exemple. Et la dernière chose aussi, voilà, c'est pour avoir vos entrées et vos sorties, il vous faut un dataset. Un dataset, c'est juste un ensemble de données, donc ça va être un dossier qui contient plein d'images. Ça se trouve sur Internet assez facilement. Doit y avoir des datasets, je sais plus comment il s'appelle le Digit Dataset. C'est le MNIST, celui-là. Ici, quelque part, vous avez vous avez des dossiers que vous pouvez télécharger. En fait, je vais même pas jouer. Voilà, le MNIST Dataset. C'est voilà, un ensemble de données qui contient plein d'images, avec pour chaque image la réponse. En fait, si vous voulez que votre IA soit très performante, il va falloir beaucoup de données différentes. Et le MNIST est un dataset qui contient plein de chiffres écrits à la main. Donc c'est super cool parce que comme ça, vous n'avez pas à le faire à la main. Parce que théoriquement, vous pouvez le faire à la main. Nous, c'est ce qu'on avait fait. Parce que justement, il y avait aussi des lettres dans notre projet. Et donc, vous pouvez créer un script, par exemple en Python, qui va vous générer des chiffres qui sont légèrement de travers les uns par rapport aux autres, ou qui n'ont pas les mêmes polices d'écriture. Comme ça fait des variations. Et après, avec beaucoup de données, votre réseau sera bien plus robuste que s'il connaît qu'un seul type de chiffre. Donc c'est mieux d'avoir beaucoup de données pour entraîner votre réseau et d'avoir donc les réponses correspondantes à chaque donnée. De toute façon, il vous faudra des couples. Ceci est donc, voilà, on disait pour le XOR. Votre XOR ici, votre exemple, ça va être à vos 4 entrées. Ça va être donc un vecteur 0, 0. Et la sortie attendue, c'est 0. Vous allez avoir une entrée 0, 1, ou 1, 0. La sortie attendue, c'est 1. Vous allez avoir l'inverse, 0, 1, et la sortie, c'est 1. Et vous allez avoir 1, 1. Et la sortie, c'est 0. Et ça, c'est l'ensemble de votre dataset. Ici, votre dataset, il contient que 4 entrées. Et vous n'en avez pas besoin de plus parce que c'est l'ensemble. En fait, l'avantage du XOR, c'est que vous connaissez l'ensemble du tableau de vérité. Mais maintenant, si je vous demande l'ensemble des images manuscrites qui donnent des chiffres, des images, il y en a à peu près une infinité. Donc, c'est pas vraiment possible. C'est pas vraiment possible de réduire l'ensemble des possibilités. Pour un XOR, c'est facile. Mais justement, pour des images, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre le plus d'exemples possible. Parce que plus vous mettez d'exemples, plus vous vous rapprochez de quelque chose qui ressemblerait à ce qu'on pourrait trouver dans la vraie vie. Et notamment ce qu'on pourrait trouver dans vos grilles ou vos exemples, avec des chiffres qui sont imprimés. Voilà, et donc vous passez tout ça dans votre réseau. Et après, ça vous donne une erreur moyenne. Une erreur moyenne. Et à partir de cette erreur moyenne, qui vous dit, pour ça, il y a plein de poids qui doivent aller vers le haut et d'autres vers le bas, et pour ça, c'est pas les mêmes, et pour ça, c'est pas les mêmes, et pour ça, c'est pas les mêmes. Vous donnez une pichenette à votre réseau.
Et après vous recommencez, comme ça votre réseau il va se rapprocher et à la fin, avec un peu de chance, il permet de comprendre. Voilà, il vous prédira toujours le bon résultat. En C, c'est un petit détail aussi, mais ça vous le verrez pour un TP ou quoi, tous les tableaux, qu'ils soient à une dimension ou à 2 dimensions, les matrices par exemple sont à 2 dimensions, vaut mieux les traiter comme des tableaux à une seule dimension. Par souci d'optimisation, parce qu'il y a justement l'allocation dynamique qui fait appel à malloc pour memory allocation, et free qui permet de libérer la mémoire. Ça vous le verrez normalement un peu plus tard, mais je vous conseille de regarder pour les 2 semaines où vous ne programmez pas, n'hésitez pas à regarder de vous-même sur internet pour faire des listes dynamiques qui puissent prendre n'importe quelle taille et pas juste celle que vous donnez à votre programme dès le début. Et donc c'est beaucoup plus optimisé de faire une seule mégaliste. Par exemple, une liste, une matrice 8 par 4 par exemple. Vous connaissez le nombre de cases, parce que 8 x 4 ça fait 32. Et l'histoire, plutôt que de la considérer comme une seule grande liste, ça sera toujours une seule grande liste, mais vous allez considérer qu'il y a 8 cases. Je crois que c'est dans ce sens ou dans l'autre, mais c'est pas grave. 6, 7, 8. Et au bout d'un certain moment, vous revenez à la ligne. Et ainsi de suite. Et comme ça, vous allez vous faire 4 cases pour un seul tableau. Genre 4 lignes, pardon, pour un seul tableau. Et ça, du coup, ça vous fait quand même une seule liste, mais vous, comment vous l'utilisez dans votre programme, vous considérez qu'il y a 8 lignes et... Non, 4 lignes et 8 colonnes. Bon, c'est pas grave. Mais c'est l'idée. Et comment on fait ça? Par exemple, si j'ai un tableau, en fait, c'est très simple. Tableau. E-A-U. J'ai mis une barre de T sur le mauvais truc. Ah non. Et d'habitude, vous vous dites c'est avec X et Y. Avec X et avec Y. Ça, vous avez l'habitude de le faire en C# en fait. Mais en C, sur un seul tableau, c'est très facile, c'est X plus Y fois le nombre de colonnes. Y fois le nombre de colonnes. Et en fait, ça, c'est exactement la même chose. Avec les X et Y, ça atteint les mêmes cases sur un seul tableau. En fait, voilà, ça s'observe très bien. Y, quand j'ai Y0, quand j'ai 0, 0, c'est là. Et quand j'ai Y et que je fais Y égale 1, en fait, ça augmente du nombre de colonnes. Ici, du nombre de colonnes, j'en ai 8. Donc la case 8, elle est là. Et la case 16, elle est là. La case 24, elle est là. Donc ça fait Y égale 1, Y égale 1, Y égale 2, et Y égale 3. Vous voyez qu'en fait, ça marche très bien. Et X, ça va juste être votre ligne. Et avec ça, donc, X plus Y fois nombre de colonnes, vous pouvez avoir des tableaux à 2 dimensions qui sont très optimisés et qui sont bien plus faciles à manier. De toute façon, vous aurez aussi un TP qui vous propose de faire une implémentation de matrice si vous ne l'avez pas déjà fait de votre côté. Et voilà, et après, bon, toutes les questions techniques en C, n'hésitez pas pour l'allocation de mémoire ou quoi, à vous avancer ou à poser des questions. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. C'est aussi optimisé qu'un tableau 1D. Tu fais plusieurs malloc déjà. Donc une fois que tu fais plusieurs malloc, c'est un syscall, donc c'est plus lent. En plus, ils sont pas forcément adjacents en mémoire. En fait, l'avantage, c'est surtout que c'est adjacent en mémoire. Ouais, je parle des pointeurs, ouais. Bon, des tableaux qui contiennent des tableaux. Mais en tout cas, c'est aussi beaucoup plus facile à gérer avec un seul tableau que... Ah, ok. D'accord. Moi, en fait, j'ai tout le temps... de mon côté, j'ai fait des pointeurs de pointeurs, et puis c'était le bazar. Et
Je me détestais. Et j'ai même pas fait par matrice, j'ai fait par tableaux qui contiennent des neurones, qui contiennent des poids. Et c'est le bazar. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, les matrices, c'était trop bien. Donc, faites des matrices. Ça vous sauvera de la santé mentale. Voilà, bah, si vous n'avez pas d'autres questions ou quoi, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vais probablement vous donner le PDF pour si vous avez envie. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations. C'est surtout beaucoup de choses que vous pouvez trouver sur Internet de toute façon. Et qu'on vous dit et redit tout du long. Je crois qu'on peut l'exporter directement ici. C'est Windows Shift P, non? Non. Bon, je sais pas, mais il y a un raccourci pour imprimer en PDF, donc je vous trouverai ça une fois que ce sera fait, comme ça vous pourrez y avoir accès. Prends les PDF gratuits. Pas de problème. Bah voilà. Si ce n'est... S'il n'y a rien, ça va être tout pour moi. Ça a l'air ennuyant comme projet. Non, en vrai, c'est grave cool. Mais comme je disais, ça dépend si t'es motivé ou pas. Parce que si t'es pas motivé, bien sûr, en fait, tout est chiant si tu traînes les pieds, en fait. Si tu décides pas toi-même de le faire avec de la volonté, oui, ce sera chiant. Je suis d'accord, en fait. Genre, alors si tu prends tout comme une corvée, oui, ce sera chiant. Mais si tu es motivé, que tu fais le plus possible, franchement, c'est sympa. Moi, j'ai beaucoup appris. Et c'était sympa. Et voilà. En fait, faites-en le maximum vous-même, hein. Après, c'est comme pour tout, même à Epita. Il y en a, ils font le minimum du minimum, c'est comme pour eux. Il y en a, ils font plein de projets en parallèle, ils apprennent, ils vont dans des labos ou quoi. Ils apprennent, on n'invente rien. Bah, je veux dire, tu peux pas inventer un réseau de neurones, il te faut une connaissance qui est tellement exceptionnelle pour inventer des choses que. Ah, ça, c'est la recherche. Voilà, de toute façon, c'est le but de la recherche, inventer des choses. Et la recherche, c'est super intéressant aussi. Mais pour la recherche, voilà, pour la recherche, il faut que tu maîtrises la roue, il faut que tu maîtrises la métallurgie, il faut que tu maîtrises l'acier, il faut que tu maîtrises tout ceci. Et puis, avant d'inventer un nouvel avion, tu vois, il te faut un ensemble de connaissances tellement énorme que ça fait partie de l'apprentissage. Et là, on est encore dans l'apprentissage, de toute façon. Parce que si on connaissait déjà comment fonctionne un réacteur et tout ça, bah, il n'y aurait pas besoin d'être à l'école, de toute façon. Voilà, oui, les labs, c'est exactement l'idée. En fait, c'est l'idée de l'apprentissage, mais il y a aussi des laboratoires de recherche, et comme ça, vous pouvez faire de la recherche. Voilà, voilà. J'ai coupé mon micro pour repasser en push to talk. Et voilà. Voilà, donc il y a le PDF qui va arriver directement. Nickel, bah merci Dove.